Bonjour à toutes et tous pour ce premier webinaire organisé par la FPI, premier webinaire de l'année 2022, en partenariat cette fois-ci avec Arkea et Socfim. Donc, ce webinaire sera consacré à la taxonomie, et pour être plus précis, c'est la taxonomie européenne et promoteurs immobiliers, calendrier, enjeux et opportunités. Donc rien que dans le titre, vous constaterez qu'on a voulu avoir un biais optimiste et positif, puisque l'on va parler d'opportunités. Donc ce webinaire est co-animé avec Loïs Moulas de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc nous allons faire un travail à deux mains, ou à deux, enfin à tous les deux. Nous allons aller plutôt de la théorie vers la pratique ou du général vers le particulier. Donc nous allons commencer effectivement par une présentation par l'OID de ce qu'est la taxonomie. Et même avant de parler de taxonomie, une petite parenthèse sur la question des ESG pour bien situer la taxonomie dans cet environnement ESG. Donc Loïc Moulas présentera ces éléments. Ensuite, nous ferons un tour en duplex à Bruxelles avec Federico Nawel Lazzari qui, lui, expliquera ce qui se passe au niveau de Bruxelles et quelles sont les avancées, les évolutions et ce que fait Build Europe sur ces aspects de taxonomie. Voilà pour la partie un petit peu générale, et ensuite on rentrera plus dans le concret, dans l'opérationnel, avec Olivier Colonna-Distria, donc un de nos partenaires, Socfim, qui abordera plus la question de la data, les échanges entre promoteurs et investisseurs et financiers, et puis les référentiels à mettre en place sur ces sujets. Toujours du côté des établissements financiers, Aurélien Deleu, donc directeur des marchés immobiliers chez Arkea, sur un exemple concret de prêt à impact. Et ensuite, encore plus concret, enfin les prêts sont concrets bien évidemment, mais vraiment très opérationnels, avec deux promoteurs. Donc d'abord Flore Jakimovic, qui sera en duplex, d'ICAD, et qui insistera à travers des exemples opérationnels sur l'importance de la compréhension des enjeux de la taxonomie. Et nous finirons avec May Haddad Nem de chez Sogeprom, qui nous présentera l'outil d'écotation, qui est développé et utilisé chez Sogeprom. Voilà le déroulé de cette matinée, de ce webinaire, et je vais de suite passer la parole à Loïs, qui va donc nous brosser un peu le paysage complet et nous expliquer ce qu'est la taxonomie. Bonjour, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Loïs Moulas, le directeur général de l'OID. L'OID, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association reconnue d'intérêt général. OID, ça veut dire Observatoire de l'immobilier durable. Nous existons depuis 10 ans et nous regroupons une bonne partie de la sphère de l'investissement immobilier et une partie grandissante aussi de la sphère des acteurs de la promotion immobilière, dont un certain nombre d'entre vous, je pense. Dans le cadre de nos activités, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à tout ce qui arrive de Bruxelles, des régulations européennes, et aussi de ce qui se passe au niveau des sujets que l'on qualifie de finances durables ou finances responsables. Et c'est donc dans ce cadre-là que depuis plusieurs années, nous menons un travail d'observation du niveau de maturité et du niveau d'intégration des questions ESG, environnementales, sociales, sociétales et gouvernance dans les différents champs du secteur de l'immobilier, que ce soit la construction, donc chez vous, ou aussi dans la gestion, donc plus ces gestionnaires de patrimoine. Et donc nous nous sommes intéressés à la taxonomie européenne, pour laquelle nous avons publié ce mardi 8 un premier guide qui est un travail itératif que nous implémenterons année après année.
Alors, juste un petit point quand même, vous allez tout le temps m'entendre dire taxinomie. Moi, mes collaborateurs m'ont dit que les autorités françaises avaient dit qu'en français on disait taxinomie. Mais si vous allez voir sur Wikipédia, on peut dire taxinomie, taxonomie. Donc, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Voilà. Donc, la taxinomie, c'est selon moi un tsunami qui va vraiment révolutionner tous les secteurs économiques, dont celui du bâtiment. Pourquoi? Parce que la taxonomie, qui est une des actions du plan européen pour une finance durable, est en train de définir des critères qui permettent de savoir si on peut considérer qu'une activité économique est verte ou pas verte. Ces critères-là, ils sont définis selon 6 objectifs. Atténuation des changements climatiques, adaptation au changement climatique, des objectifs qui ont été précisés finement au niveau européen, charge à chaque pays après de traduire dans son droit national, et 4 autres objectifs qui restent encore à apparaître, qui sont la gestion de l'eau, la pollution, la biodiversité, et le dernier, et l'économie circulaire. Merci. Voilà. Donc, pour ces 6 objectifs, de façon très matricielle, cette taxinomie européenne vient définir pour les différentes activités économiques quels vont être des critères, sachant que ces critères vont être de 3 ordres. On parle des critères de contribution substantielle. On parle ensuite des critères Do Not Significant Harm, DNSH, et enfin de critères sociaux. À titre d'exemple, pour l'activité de construction, le critère que vous avez sans doute déjà tous en tête consiste à dire qu'on considérera qu'une activité de construction est verte, pour simplifier les choses, si le bâtiment est NZEB moins 20%. Alors NZEB moins 20%, au sens européen, ça veut dire Net Zero Building, moins 20%. On rentrera, comme vous le disiez, dans les aspects un peu plus techniques et on rentrera dans le débat plus tard. Donc, j'en dirai pas plus à ce stade-là. Quoi qu'il en soit, pour revenir donc sur la taxinomie européenne et faire passer les messages, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, la plupart des acteurs économiques vont avoir à faire des reportings extra-financiers annuels. Cela ne concernera plus seulement les acteurs bancaires, les acteurs cotés ou les grandes entreprises, mais l'ensemble de l'économie. Et ce sera probablement sur ce référentiel qu'on demandera à ce que ce reporting annuel soit réalisé. Deuxièmement, pour certains, vous avez entendu parler des labels ISR. Eh bien, cette taxinomie européenne, elle préfigure la sortie d'un écolabel européen. Sur lequel un certain nombre d'investisseurs vont se baser pour déterminer leurs investissements. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant d'avoir cette table ronde aujourd'hui, je sais, pour discuter avec un certain nombre de personnes, que la plupart des grands groupes bancaires français et même européens se sont intéressés au sujet de manière à être déjà en mesure de qualifier ce qui, dans leur portefeuille d'actifs, peut être vert au sens de la taxinomie ou pas. Et donc on peut s'attendre à ce qu'à terme, il y ait un avantage à être dans ces critères. Donc il est plus qu'important de savoir quels sont-ils, comment est-ce qu'ils s'appliquent en France, et quels sont ceux qui sont encore à apparaître. Voilà, j'en dis pas plus sur ce dispositif et j'espère que je vais pas utiliser tout mon temps, mais sachez que vous avez un guide qui est disponible pour tous sur la plateforme de l'OID, TALON, avec déjà des annexes méthodologiques. Donc si vous étiez en retard, je pense que ce guide vous permettra de rattraper assez rapidement ce retard. Avant d'entrer dans la table ronde, je pense qu'il était aussi intéressant de présenter les résultats d'une étude que nous avons publiée lors du Salon de l'immobilier, le CIMI, début décembre. Il faut savoir que depuis 4 ans, chaque année, nous menons une étude qui se veut le plus exhaustive sur le marché immobilier, de manière à, sur une liste de critères dits ESG, qualifier le niveau d'attente, c'est les petites barres que vous voyez ici, hiérarchiser les niveaux d'attente sur les différents enjeux ESG, et deuxièmement, essayer de qualifier aussi le niveau de maturité des acteurs par rapport à leurs attentes. En fait, ce travail-là, il a été initié en 2018
face à un constat, c'était celui de se dire que finalement, les labels et les certifications nous sortaient de la réalité des choses. On ne savait plus réellement ce qu'il y avait sur les bâtiments construits, bâtiments rénovés. On savait seulement qu'il était BREEAM ou HQE, mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé concrètement et qu'est-ce qui le rendait efficace. Donc on voulait sortir de cette logique de label et certification peu simplificatrice pour repartir sur du concret. On a donc épluché tous les référentiels internationaux et référentiels français pour déterminer 19 enjeux ESG sur lesquels, avec l'IAUIF et un certain nombre de fédérations professionnelles, on a décidé chaque année d'aller interroger de façon la plus exhaustive possible les acteurs. La nouveauté en 2021, et avec l'aide de la FPI, c'est que nous avons pu interroger pour la première fois les acteurs de la promotion immobilière. On est arrivé à un gros taux de couverture du marché parce qu'on est quand même allé chercher les plus gros, j'admets. Pour autant, je pense que l'exercice est intéressant. Ce que vous voyez sur ce qui est diffusé ici à l'écran, c'est que sans surprise, le climat arrive en préoccupation numéro 1 des acteurs interrogés de la promotion immobilière. Et ensuite, sur les enjeux environnementaux, la biodiversité, puis l'énergie. Les petites étoiles que vous voyez à l'écran ici, ce sont les niveaux d'attente prononcés par les acteurs de l'investissement immobilier, donc les asset managers, les foncières cotées. Donc vous voyez qu'il y a quand même une disparité entre ce qu'on constate à la promotion et ce qu'on constate chez ces types d'acteurs. Pour en avoir discuté, je sais que c'est quelque chose qui intéresse généralement beaucoup les directions marketing des groupes de promotion immobilière, puisqu'en fait, c'est aussi de cette manière qu'elles permettent de réaliser derrière la manière dont elles vont adresser une nouvelle offre pour ce type de client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qu'il faut noter, c'est que c'est en 2022 la première fois où le carbone arrive devant l'énergie. Alors que l'énergie, historiquement, c'était vraiment le leitmotiv français. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs contextuels et sociétals qui sont passés par là. Et enfin, ce que vous pouvez constater aussi ici, c'est que, a priori, selon les répondants, la biodiversité est déjà quelque chose que les dirigeants des sociétés de promotion immobilière ont bien en tête, là où c'était un sujet plutôt secondaire, historiquement, chez les investisseurs immobiliers, les gestionnaires de patrimoine. Et s'il était secondaire, c'est un sujet qui va grandissant, puisque aujourd'hui nous parlons de la taxinomie, mais vous avez sans doute aussi entendu parler de la loi énergie-climat. Et par la loi énergie-climat, les investisseurs vont devoir reporter sur les risques liés à la biodiversité. Donc de façon indirecte, en cascade, cela va retomber sur les acteurs de la construction. Voilà. Je n'en dis pas plus à ce stade sur ces différents sujets. Je préfère, on entrera dans le vif du sujet plus tard. Voilà, merci. On va y rentrer tout de suite. J'avais deux questions en réaction un petit peu à votre présentation. Je vais jouer le rôle du candide. Est-ce que la taxinomie, je vais essayer d'utiliser le bon terme, est-ce que la taxinomie s'applique à l'ensemble des sociétés ou est-ce qu'il y a des seuils de chiffre d'affaires ou de taille? Alors, c'est une très bonne question. Alors, la taxinomie, il faut la voir comme un référentiel commun pour évaluer le fait qu'une activité soit verte ou pas. Ce référentiel commun, il a différentes manières d'être appliqué de façon directe ou indirecte. Donc, au travers de votre question, j'entends, est-ce qu'il va falloir que je reporte sur mon activité économique en fonction d'un certain nombre de seuils? Oui, c'est un cas d'application, c'est le reporting annuel. Mais ce n'est pas le seul cas d'application. Le cas d'application, il peut être aussi de façon très indirecte. Vous avez un investisseur immobilier qui a décidé d'être à 100% vert au sens de la taxinomie, donc il vous achète plus de bâtiments s'il ne respecte pas les critères. Donc là, il n'y a pas de reporting annuel, il n'y a pas de seuil, c'est le marché qui fait sa loi. Et si on revient donc sur la question des seuils par rapport au reporting, les grandes entreprises et les sociétés cotées ont dès 2022 des premières obligations sur 2021. Et après, vous avez les moyennes entreprises au sens des définitions européennes qui auront une obligation 2024 sur 2023, puis 2027 sur 2026. Et ce qu'il faut aussi avoir bien en tête,
c'est qu'il y a plusieurs calendriers qui se superposent. Il y a ce calendrier en fonction de la taille des entreprises, qui en général est évalué selon 3 critères: nombre de collaborateurs, bilan ou chiffre d'affaires. Voilà, il faut en respecter 2 des 3. Et deuxièmement, il y a aussi un calendrier sur les objectifs environnementaux. Parce que comme je disais au point de départ, on va avoir 6 objectifs environnementaux. Il y en a 2 qui sont déjà sortis. Il y en a 4 qui étaient en consultation encore il y a quelques mois et qui sortiront courant 2022. Cela ne seront applicables que à partir de 2024 sur l'exercice 2023. Voilà. Ça, c'est le deuxième calendrier. Et il y a encore un troisième calendrier, puisque même si ces réglementations arrivent de plus en plus vite, hein, ça c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent de l'Europe de plus en plus rapidement, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est que la manière dont le dispositif se met en place, ce qu'on demande en 2022 sur 2021, c'est d'évaluer l'éligibilité de son activité, et son périmètre d'activité qui devra être passé au screening de ce référentiel en 2023 sur 2022. Donc c'est quand même progressif pour les premiers acteurs obligés cette année. Voilà. Ok, vous avez anticipé sur ma deuxième question. J'avais une question sur le calendrier. Donc là, c'est clair. On va peut-être y revenir si on a d'autres questions au cours de ce webinaire. Donc nous allons passer maintenant en duplex avec Bruxelles pour avoir un éclairage bruxellois. Allô, bonjour, vous m'entendez? Parfait, Frédérico. Bonjour, merci. Alors, je fais partie de Build Europe, l'association qui représente à niveau des loués les promoteurs et les constructeurs des logements européens. Et le président de Build Europe est Marc Pujon de la FPI, et nos membres sont des fédérations nationales et régionales des promoteurs et des constructeurs. Alors, nos membres sont très intéressés à la taxonomie et nous pensons que nos membres sont aussi bien placés pour donner des conseils aux fonctionnaires européens sur le développement de la taxonomie. En fait, on verra que nous avons Build Europe a 2 objectifs principaux au niveau du lobbying. C'est favoriser la construction de NZEB, des bâtiments à énergie quasi nulle, sans introduire de réglementations plus sévères sur les nouvelles constructions. Le deuxième point, c'est reconnaître que une planification judicieuse des terrains non développés peut encourager la biodiversité. Et ça, c'est un des objectifs dont on parlait avant. Alors, maintenant, je peux vous expliquer un peu les trois activités qui nous avons commencé à niveau européen. La première concerne la révision d'un article inclus dans un acte délégué qui a été publié par la Commission européenne en juin 2021. Alors, Build Europe propose la révision d'un article sur la construction de nouveaux bâtiments dans le cadre d'une contribution substantielle au changement climatique. Alors, l'acte délégué en document vivant, alors, il était déjà publié, mais il continuera à évoluer. Et c'est pour ça que nous avons donné notre contribut. Alors, l'article en question que vous pouvez lire dans la colonne au milieu concerne la consommation d'énergie primaire dans le cadre de la contribution substantielle à l'adaptation du changement climatique. Build Europe souhaite comme critère que la consommation d'énergie primaire ne dépasse pas les seuils fixés pour les exigences applicables aux NZEB, aux bâtiments à énergie quasi nulle. Et nous ne sommes pas d'accord avec les critères qui voudraient voir une autre diminution de 10%, parce que les pourcentages nous semblent un peu arbitraires et nous ne comprenons pas quels sont les avantages environnementaux. Nous pensons aussi que ces critères peuvent envoyer le message que les NZEB, les bâtiments nouveaux, ne sont pas assez performants, on va dire. Alors que dans la directive sur la performance énergétique de bâtiments,
Ils sont considérés comme la référence pour la construction de nouveaux bâtiments et pour les rénovations de bâtiments déjà existants. Oui, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui. Alors, nos demandes se concentrent aussi sur les recommandations publiées par la plateforme de la finance durable. La plateforme est un conseil consultatif de la Commission européenne sur la taxonomie. Les textes incluent 2 critères sur le déchet de construction et un autre sur la réutilisation et recyclage des matériaux. Et alors, nos membres pensent que ces 2 critères sont excessifs et potentiellement impossibles à appliquer. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais il suffit de dire que ces 2 critères augmenteraient les coûts de la construction et donc du logement et ne tiennent pas compte du fait que de nombreux produits comme les fenêtres ou les installations techniques pourraient être techniquement dépassés et ne conviendront pas à un bâtiment à énergie zéro ou à émission zéro. Alors, ça veut dire qu'il faudrait traiter les matériaux avant leur réutilisation et cela provoquerait une nouvelle augmentation des prix et du coût du logement. C'est toujours... Et enfin, oui, on peut passer à la prochaine. Oui, c'est les Greenfield Operations. Alors, les membres de Build Europe estiment que certaines opérations de développement sur des terrains non développés, sur sites vierges, devraient être incluses dans la liste des activités durables. Les textes courants de la plateforme écrit que l'artificialisation de terrains non développés ne peut pas apporter une contribution substantielle en termes de biodiversité. Cette conclusion n'est pas entièrement juste selon nous parce que de notre point de vue, les opérations sur site vierge ne doivent pas être considérées simplement comme la construction de bâtiments, mais comme la construction des quartiers avec des jardins, avec des bâtiments aussi, mais avec des arbres, des jardins. Et ça veut dire que l'aménagement et le développement des espaces verts pourrait contribuer de manière substantielle à la biodiversité en améliorant l'infrastructure verte déjà existante ou à créer une infrastructure verte sur des sites vierges. Et nous sommes en train de travailler sur un rapport avec nos membres pour montrer que les opérations de développement sur sites non développés, qu'il y a des opérations de Greenfield Development, on va dire, qui peuvent être considérées comme plus durables et plus respectueuses de l'environnement que des opérations sur terrain déjà développé. Et oui, ça sont les 3 objectifs de Build Europe à niveau européen. Nous avons déjà commencé un dialogue avec la Commission européenne. Et nous avons parlé avec DG Grow. On va parler avec un autre directorat général de la Commission européenne, DG FISMA, parce que nos membres voudraient améliorer la taxonomie d'une manière plus durable. Et c'est pour ça que nous continuerons à envoyer les contributions de nos membres à la Commission européenne. Bien évidemment, je vous invite, comme à toutes les compagnies de promoteurs et de constructeurs, à nous envoyer vos contributions si vous en avez, à travers la FPI ou en contactant directement. Je pense que sur la dernière diapositive de cette présentation, j'avais donné les coordonnées de Build Europe, mais merci. Ces 3 Merci. axes de travail présentés par Federico, ou est-ce que ça vous semble clair? Pas de réaction. Non. Ouais, moi, j'ai juste une petite question pour être sûr d'avoir bien compris. Sur le premier axe de demande de révision,
Est-ce que c'est une demande auquel vos interlocuteurs ont accédé ou est-ce que c'est une demande toujours en cours? Je parle de la question du NZEB. Je n'ai pas compris Oui. quelle était vraiment la conclusion parce que pour moi, le texte a été effectivement arrêté en juin 2021 et il ne me semblait pas qu'il avait été modifié. Non, les textes n'étaient pas encore modifiés. Nous avons commencé un dialogue avec la Commission européenne. En fait, c'était juste une semaine, il y a une semaine, nous avons eu une rencontre. Et pour nous, l'acte délégué est un document vivant, comme je disais. Et c'est pour ça qu'il devrait être révisé aussi en considération aussi de la directive sur le EPBD qui était publiée en décembre. Mais oui, mais le document n'a pas changé. Mais non. Et après, moi, j'aurais un deuxième point, une observation, c'est que pour avoir essayé de transcrire dans le droit français ces critères, on se rend bien compte qu'ils sont très élitistes. Donc, ce que vous reprenez avec vos éléments de langage en disant strict. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment une volonté affirmée de vos interlocuteurs d'avoir des critères très élitistes? Ou est-ce que c'est un manque de recul sur la réalité du terrain? Comment est-ce que vous l'interprétez? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je pense que la Commission européenne a dit qu'ils ont fait la taxonomie parce qu'ils sont très ambitieux. La taxonomie est vue comme quelque chose de très ambitieux. Et nous pensons que la vraie ambition, c'est de balancer les objectifs verts de l'Union européenne avec un point de vue réaliste sur ce que c'est possible obtenir à niveau environnemental, mais aussi en contribuant à réduire les conséquences de la crise du logement, parce qu'en fait, oui, on peut construire des bâtiments hyper verts, énergie zéro, mais le problème, c'est qui va accéder à ces nouveaux bâtiments. C'est ça qu'on essaie d'expliquer à niveau de la UE. Ok. Merci beaucoup. Donc après cette partie un petit peu générale, si je puis dire, nous allons rentrer un petit peu plus dans le concret et je vais passer la parole donc à Olivier Colonna-Distria, président du directoire de SOCFIM et puis également président de l'IFPIM. Donc vous l'avez évoqué, hein, vous avez évoqué la question du reporting dans votre présentation. Donc là, on va, à travers les propos d'Olivier, comprendre un peu mieux enfin, sur quel sujet vous travaillez et comment vous voyez les choses. Oui, bonjour à tous. Merci de donner la parole aux banques et aux partenaires de la FPI à ce titre-là. Bon, il faut savoir que les banques, elles ont un enjeu très important dans ces enjeux de taxinomie, parce que elles ont été fléchées comme un des acteurs majeurs pouvant contribuer aux objectifs de trajectoire environnementale. Alors, c'est pas tellement que la banque soit une activité particulièrement carbonée ou polluante. Par contre, nos actions et l'orientation de nos financements sont un bon moyen pour orienter l'activité des opérateurs économiques. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, les banques ont toujours été un peu en première ligne sur ces sujets-là. Il faut dire aussi, si on est un peu plus cynique, c'est que la banque et les financiers de manière générale sont très réglementés et qu'évidemment très régulés. Et donc la régulation est un bon moyen je dirais, d'amener, de viser des objectifs. Si on prend un exemple, il y a un exemple très célèbre, c'est le charbon. Je ne suis pas sûr que spontanément l'industrie charbonnière aurait freiné comme elle a freiné si on n'avait pas demandé aux banques d'arrêter de financer l'industrie charbonnière. Bon, ça n'est pas ce qui arrivera à l'immobilier, en tout cas, ça n'est pas souhaitable et c'est pas l'objectif, mais pour dire à quel point de ce point de vue-là, nous, les banques, avons des enjeux très très forts et devons être un acteur, on attend de nous d'être un acteur fort de cette orientation. Alors c'est vrai qu'on est en première ligne et donc du coup,
nous sommes alignés avec les objectifs que vous, les producteurs, les promoteurs avez, avec une première étape qui va être la même, grosso modo, ce qu'on appelle nous le Green Asset Ratio, c'est-à-dire qu'il va falloir que dès cette année, hein, sur les 2 premiers critères de cette taxonomie, on puisse mesurer la quote-part des activités, de nos activités qui se réfèrent à l'éligibilité hein, telle qu'elle est définie dans la taxonomie. Donc ça, c'est la première chose que nous allons devoir faire. Et pour ça, nous attendons que vous, les opérateurs, puissiez effectuer votre démarche de quote-part d'éligibilité de vos activités. Mais on ne va pas s'arrêter là, évidemment, parce que ça, c'est simplement le respect et notre rôle dans la mise en œuvre de cette taxonomie. Mais nos maisons sont toutes engagées dans des plans qui vont beaucoup plus loin. D'abord parce que nos maisons sont des maisons responsables et donc se fixent elles-mêmes des objectifs d'orientation. Et nous appelons ça le Green Weighting Factor, mais j'imagine que chaque groupe bancaire a son vocabulaire. Il s'agit de verdir nos bilans. C'est-à-dire de s'assurer que le poids de nos bilans soit le moins grey possible. Et donc nous allons, de ce point de vue-là, aller beaucoup plus loin que la simple taxonomie telle qu'elle est présentée. Donc nous devons être vertueux parce que c'est la vocation de nos groupes et j'appartiens au groupe BPCE qui est un groupe coopératif et qui donc attache beaucoup d'importance à ces valeurs d'utilité sociale et environnementale. Mais là aussi, parce qu'il faut être prosaïque, nos investisseurs, les gens qui nous refinancent, attendent de nous aussi une performance responsable forte et quelque part, c'est notre intérêt au-delà de l'intérêt, encore une fois, moral ou général, que de verdir au maximum notre bilan pour pouvoir obtenir les meilleures conditions de financement possibles, etc. Donc, pour dire que la banque, à la fois, est en première ligne parce que c'est un bon instrument pour driver l'orientation des activités et des acteurs économiques, et que par ailleurs, c'est la propre destinée de nos établissements que d'obtenir un verdissement de nos bilans. Alors, on a tous des plans stratégiques sur lesquels nous avons défini des KPIs qui vont mesurer ça. Alors, il y a peut-être pour vous, les opérateurs, j'allais dire, deux nouvelles, alors une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, on l'a dit tout à l'heure, c'est que par nature, quand même, votre activité de production de nouveaux immeubles est plutôt, parce que la réglementation est déjà engagée, est plutôt une activité qui est déjà fortement orientée vers ce verdissement. On a évoqué les différentes réglementations applicables, la dernière, la RE 2020, etc. Donc, de ce point de vue-là, la France est même plutôt en avance, même si je crois que les choses sont en train de s'uniformiser. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà engagé, peut-être d'abord parce que je crois que vous avez des convictions, mais aussi parce que vous n'avez pas le choix. Pour avoir un permis, il faudra bien que vous soyez dans ces critères-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà ce mouvement. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que vous allez devoir produire beaucoup d'indicateurs. Parce que si nous, les banquiers, devons justifier que, nous avons bien respecté la première étape indiquée par la taxonomie, et 2, si nous voulons arriver à nos objectifs de verdissement, nous allons devoir prouver que ce que nous finançons est bien dans les critères que nous avons décidés. Et donc, vous allez nous devoir des indicateurs et des données. Tu parlais de la data tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un chantier de mise en place de data tout à fait important, parce que pour le moment, il faut dire les choses, les indicateurs ne sont pas très stabilisés, les définitions ne sont pas très stabilisées. Vos systèmes d'information doivent pouvoir, vous les opérateurs, enregistrer ces datas pour pouvoir les délivrer, de la même manière que nous, les systèmes d'information de nous, les banques, nous devons les adapter pour pouvoir enregistrer ces données-là. Donc, beaucoup de travail, je dirais, à mener ensemble, puisque de ce point de vue-là, on est dans le même bateau, mais on va être assez dépendant de votre capacité à nous fournir de l'information. Et la mauvaise nouvelle, mais je la tempérerai après avant de passer la parole à Aurélien, puisqu'il a des éléments à vous faire valoir, c'est que c'est pas simplement que ça va être une obligation, c'est que nous, les banques, nous allons devoir faire des choix.
Et si nous devons tenir nos objectifs de verdissement, ben, nous ferons des choix entre ce que nous allons financer et ce que nous n'allons pas financer. Donc il y a derrière cet enjeu-là, et encore une fois, je ne parle que du rôle des banques, hein, vous êtes les producteurs, nous sommes simplement les financiers, en fonction de la donnée que vous allez pouvoir nous produire, nous allons commencer progressivement à prendre des décisions orientées en fonction de ces objectifs-là. D'ores et déjà, dans toutes nos grilles d'analyse, on commence à pondérer ces choses-là. Alors, ça n'a pas encore de conséquences. Nous accompagnons, et Aurélien et comme moi, et la Société Générale, qui est la maison également, nous n'avons pas encore mis de restrictions à ces sujets-là. Il faut se dire que ça va venir assez vite. Alors, on n'ira pas jusqu'à l'interdiction de financer, comme dans le charbon, des opérations qui n'auraient pas toutes les caractéristiques, d'autant que l'immobilier, c'est pas que la promotion, il y a aussi l'existant. On parlait des investisseurs et des foncières, il y a l'actif existant. On va pas s'arrêter de le financer, mais tout ceci sera pondéré. Donc, l'enjeu est important et il faut attacher une très grande importance à vous mettre en ordre de bataille pour pouvoir délivrer ces informations fortes. Pour tempérer ce côté un peu négatif, qui peut être anxiogène, nous, les établissements financiers, mettons en œuvre aussi des éléments qui pourraient être amenés à bonifier justement les meilleures opérations. Aurélien va en dire un mot, puisque tout comme nous, il a développé des instruments de prise en compte de la vertu des projets. Mais voilà, ce que je voulais donner comme message, c'est que il va falloir fournir beaucoup d'informations. D'abord parce que vous le devez, vous, en tant que professionnel. Vous nous le devrez à nous, banquiers, parce que c'est ce qui nous permettra de mieux vous accompagner, de mieux vous financer. Donc un enjeu tout à fait significatif et qui vient très vite, puisque, comme vous l'avez dit, c'est dès cette année, alors sur 2 critères qui sont simplement l'éligibilité, donc c'est encore assez light, mais c'est déjà un travail d'introspection dans vos business models, parce qu'il va falloir faire la part des choses qui est éligible et qui n'est pas éligible. Donc c'est déjà une première étape qui arrive très vite, et dès l'année prochaine, on va rentrer dans des mesures beaucoup plus concrètes. Voilà ce que je voulais rapidement dire comme étant les enjeux que côté banque, nous voyons. Et comme tu l'as rappelé, je m'occupais également des travaux que l'IFPI mène avec l'ensemble des professions et de l'industrie immobilière sur ces questions-là. Et l'un des sujets que nous sommes en train de traiter, c'est d'essayer d'arriver à une forme de définition partagée, audible et opérationnelle de ces critères pour que nous puissions avoir les bons instruments de mesure, et vous et nous, pour pouvoir être bien acteurs. D'accord. Merci beaucoup. Une petite question en réaction interne que tu as utilisée en disant on va devenir beaucoup plus restrictif. Est-ce que ce côté restrictif, ça va être du on-off ou vous y allez progressivement ? Alors d'abord, on est des instituts responsables, nous avons des clients qui sont des entreprises, donc on ne fait pas du on-off avec des entreprises. Donc évidemment, on va accompagner cette évolution, et si on peut aider à cet accompagnement, on le fera. Mais la tendance de long terme est évidemment que nous allons progressivement concentrer nos financements vers les opérations qui sont les plus vertueuses et qui peuvent le démontrer. Je ne suis pas très inquiet, la profession des promoteurs a toujours démontré sa capacité d'adaptation, donc je ne suis pas très inquiet. Et de toute façon, c'est votre intérêt. Vos consommateurs, enfin, les ménages qui achètent vos logements, les investisseurs qui achètent vos immeubles, de toute façon, vont exiger de vous que vous fassiez ça. Donc vous allez le faire. Donc, je ne suis pas très inquiet. C'est simplement une phase d'adaptation, et il faut que les entreprises, qu'elles soient grandes, elles ont des moyens plus petites, et la fédération, je pense, là-dessus, peut être évidemment un support important, se mettre en ordre de bataille pour pouvoir délivrer ces informations, parce que le produit sera délivré, je ne suis pas inquiet. C'est l'information qui permet de qualifier ce produit qui va devoir être bien précisé. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, ou peut-être Bruxelles. C'était sur le niveau d'exigence, et est-ce que le niveau d'exigence sur la construction neuve, ou plutôt sur la rénovation, est du même ordre que le niveau d'exigence qui sera demandé sur le neuf ? Je peux donner un premier élément de réponse. Il est différent, mais après, il est dans le même esprit. C'est-à-dire que les activités dans le domaine du bâtiment sont réparties en 7 catégories. Donc il y a l'activité de construction, il y a l'activité de rénovation, il y a l'activité d'acquisition et de propriété. Et chacune de ces activités, pour les 2 objectifs déjà arrêtés et les 4 à venir,
ont des critères différents. Donc, pour donner les choses les plus représentatives, la construction, c'est le NZEB, moins X%, ce dont on parlait tout à l'heure. L'acquisition et la propriété, c'est le fait d'être dans le top 15% en termes de consommation énergétique ou DPE-A. Et la rénovation, de mémoire, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que l'idée, c'est que le bâtiment, lors de la rénovation, fasse moins 30% en termes de consommation énergétique. Voilà. Donc, ce sont des critères qui sont dans le même état d'esprit, mais différents en fonction du moment de vie du bâtiment. Et nous-mêmes, donc les banques qui finançons ces 3 types d'activités, évidemment, nous aurons des indicateurs modulés en fonction, pour reprendre les mêmes caractéristiques, en fonction de ces 2 types de biens immobiliers, types d'opérations. Donc évidemment, les indicateurs ne seront pas les mêmes pour une opération sur de l'immobilier ancien, locatif, ou sur une rénovation forte, ou bien sûr la promotion. Il y a encore d'autres catégories. Tout à l'heure, Bruxelles évoquait le problème des friches, comment on raisonne sur le financement d'un terrain pollué qui va donner lieu à un nouveau quartier. Bon, voilà, là, il y aura des finesses probablement importantes dans l'analyse à mener. Et je pense qu'en vous entendant parler, je me rends compte qu'on oublie quand même un acteur très important du monde de la promotion immobilière, ce sont les collectivités territoriales. Et dans son grand plan qui consiste à embarquer indirectement tous les acteurs économiques, et là les investisseurs et donc indirectement les promoteurs, je me demande comment est-ce que toute cette population est sensibilisée à cette nouvelle réglementation. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, je pense qu'ils ne doivent même pas savoir que ça existe. C'est la crainte. Ok. Oui, ça va être un sujet. Bien. Merci beaucoup. Je me tourne vers Aurélien Deleu, donc directeur du marché immobilier chez Arkea. Olivier a un petit peu défloré le sujet en indiquant effectivement le type de produits que vous allez développer pour accompagner les promoteurs. Donc vous allez nous présenter le prêt à impact. C'est à vous. Merci Didier, C'est à toi. bonjour à toutes et à tous. Je rebondis juste hein, sur les propos d'Olivier, il a tout à fait raison. On a un vrai travail au niveau des banquiers du secteur de la promotion, justement pour se coordonner, notamment sur les indicateurs et puis sur la data, puisque l'enjeu majeur, c'est la collecte de la data. C'est quelque chose qui nous prend du temps, et notamment dans le cadre de l'IFPIM, puisqu'il y a même un groupe de travail qui est dédié à cette thématique-là. Donc on a commencé, nous, au niveau de la banque, à partir du 1er janvier de cette année, sur toute opération immobilière, à commencer à collecter de la donnée extra-financière. Parce que demain, il va falloir, si on n'a pas collecté ces données, on ne pourra pas l'utiliser. Évidemment, il faut qu'on trouve les bons indicateurs et qu'on soit bien coordonné sur ce sujet-là. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse à l'introduction. Vous dire aussi que voilà, vous présentez aujourd'hui une démarche que l'on a mis en place là maintenant il y a quelques années qui vise justement, l'objet c'est pas de renoncer du tout, des choix devront être faits demain, mais c'est plutôt d'accompagner et qu'on progresse tous sur l'analyse aujourd'hui, notamment des indicateurs extra-financiers de nos clients et de nos entreprises. Donc cette démarche a été lancée il y a un peu plus de 3 ans. On a créé un produit de financement qui permet d'accompagner nos clients dans cette démarche-là, qui s'appelle le prêt pacte, qui est un prêt à impact, qui maintenant est, on va dire, proposé depuis quasiment 1 an et demi à nos différents clients. Alors différents clients, ce sont les entreprises, évidemment, les entreprises du bâtiment, ce sont également les promoteurs immobiliers, le monde de l'immobilier, mais vous en parliez tout à l'heure, les collectivités locales, puisqu'on accompagne aussi des collectivités, et on a énormément de collectivités qui sont intéressées par cette démarche, parce que ça permet, entre guillemets, de mettre le pied à l'étrier, et puis de commencer à réfléchir sur cette thématique. Alors pourquoi on a décidé de lancer ce prêt impact? On avait 3 grandes convictions. La première, c'est que, et on est d'autant plus à l'aise pour en parler, je pense que c'est le cas aussi d'Olivier, en tant que banque coopérative non cotée, c'est important pour nous de regarder, on va dire, la stratégie ESG et l'impact que ça peut avoir au niveau des entreprises, qui la plupart du temps, on s'en rend compte, ont une croissance qui est plus soutenable et plus pérenne dans le temps, puisqu'on a une vision sur le long terme. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est le développement de ces financements, entre guillemets, verts, qu'on voit depuis déjà pas mal d'années, mais qui étaient dans un premier temps plutôt destinés aux grandes entreprises, aux entreprises du CAC, notamment dans le cadre de Green Bond, sur des volumes parfois très importants, puisqu'on parlait au départ, c'était 100 millions d'euros pour ce genre de financement, et dont les entreprises de taille intermédiaire,
dont la majorité, les promoteurs immobiliers en font beaucoup partie, n'avaient pas accès à ce type de financement. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de les démocratiser et de structurer une approche pour les opérateurs de taille intermédiaire. La troisième conviction, c'est de passer du projet. Alors, on est toujours sur le projet, mais beaucoup de financement, je pense à des enveloppes, par exemple, de la Banque européenne d'investissement, venaient flécher et donner des bonifications de taux sur des projets qui étaient emblématiques ou qui étaient remarquables en termes environnementaux ou en termes sociaux. Des financements de transport en site propre, des opérations emblématiques au niveau de construction environnementale, etc., etc. Et on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de prendre de façon globale la démarche extra-financière de l'entreprise. Donc voilà un peu les trois convictions qu'on a eues en se disant voilà comment on peut accélérer l'accompagnement de nos clients sur la transition environnementale et sociale. Alors le financement qu'on a développé, c'est un financement au final qui est relativement simple dans l'approche, c'est un financement assez classique, puisqu'on est sur la base d'un prêt qui va être un prêt en bilatéral avec les entreprises, sur des montants de taille intermédiaire, on se l'a dit tout à l'heure, de 2 millions d'euros globalement jusqu'à 10 millions d'euros, et sur des durées moyennes jusqu'à longues. Vous verrez pourquoi là, on est parti sur des financements moyen-long terme. Donc la durée, ça peut aller de 5 ans jusqu'à une durée de 15 ans. Ce financement permet de financer tout type de projet. Ça peut être un financement corporate adossé à l'entreprise, mais également un financement adossé à un actif immobilier. Parce qu'en fait, on a décidé de dissocier l'analyse extra-financière de l'entreprise du financement. Ça, c'est extrêmement important, j'y reviendrai après. Le deuxième sujet, c'est de donner une bonification, d'avoir un partage de valeur, c'est-à-dire sur la base d'un taux de marché classique, c'est de pouvoir, en fonction, vous le verrez tout à l'heure, de la notation qui va être proposée dans le cadre du financement, d'apporter une bonification du taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 20%. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de malus, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui est très positive et constructive au niveau de nos clients, c'est-à-dire que quelqu'un qui part avec une notation qui va être inférieure à la moyenne n'aura pas de malus par rapport à un taux de marché. Et puis le dernier point, c'est qu'on met en place un rapport d'évaluation, j'y viendrai en détail tout à l'heure, qui sera remis aux clients et qui est fait non pas par la banque, puisque voilà, c'est pas notre spécialité, mais par une entreprise indépendante qui s'appelle Etifinance et qui est une agence française qui fait de l'analyse et du conseil sur de l'extra-financier. Son cœur de métier, évidemment, on a choisi un opérateur qui est sur les entreprises de taille intermédiaire et sur les PME. Il note chaque année à peu près 1500 entreprises donc qu'elles soient cotées ou non cotées, mais on est majoritairement sur du non coté. Et ils ont même créé un indice qui s'appelle l'indice Gaïa Index, qui est constitué des 120 meilleures entreprises au niveau de la notation extra-financière et qui est suivi, alors avec un système, c'est avec une démarche qui évolue chaque année, puisque des entreprises sortent, des entreprises rentrent, mais c'est un index qui est suivi sur tout ce qui est extra-financier. Alors, pour zoomer un peu plus sur la construction de ce rapport, donc lors de la mise en place du financement en amont, il y a un travail qui est fait notamment avec un référentiel et un audit qui est proposé, donc qui est packagé au final dans le financement avec Etifinance. Donc on a choisi avec eux 40 à 50 indicateurs en fonction du secteur d'activité qui vont être notés. Donc il y a un petit travail au préalable dans le cadre de cet audit. C'est globalement 8 heures de travail sur 2 ou 3 personnes de l'équipe qui permettent d'aller chercher cette donnée au niveau de nos clients. Les 4 thématiques principales, vous les avez vues, les 3 premières sont bien connues. Le sujet environnemental, le sujet social, sociétal, et puis le sujet de la gouvernance qui est regardé. Donc on sort que de la partie environnementale, qui est quand même le cœur des projets, pour analyser leur entreprise de façon plus globale, et également des parties prenantes. Donc on va aller questionner, interviewer des notaires, par exemple, ou des fournisseurs pour par exemple, les promoteurs immobiliers.
Ensuite, vous avez un benchmark. Alors ce benchmark, c'est environ 500 entreprises qui en font partie. On a 3 macro-secteurs. Le secteur de l'industrie, de la distribution ou du service. La partie immobilier est plutôt, d'ailleurs, inclus dans la partie service, qui permet et on parlait des collectivités locales, elles en font également partie, qui permet de pouvoir se benchmarker par rapport à des entreprises qui ont à peu près la même activité, en tout cas un secteur qui est similaire. Et ensuite, vous êtes aussi comparé en fonction de votre taille d'entreprise, parce que voilà, que vous avez moins de 50 salariés ou plus de 500 ou de 5000 salariés, c'est totalement différent. Et donc, il y a aussi un travail qui est fait en fonction de la taille de votre entreprise. Quand on a fait tout ça, il y a une analyse qui est faite par Etifinance et qui est proposée dans le cadre d'un rapport d'audit, donc qui est présenté aux dirigeants de l'entreprise, évidemment avec une notation, mais voilà, qui peut être bonne ou moins bonne, il n'y a pas du tout de jugement qui est fait, une position par rapport au benchmark, et surtout un travail sur un plan d'action avec des leviers de progression. C'est-à-dire que s'il y a une des lettres, le S par exemple, qui est un peu décroché, il y a des préconisations qui sont faites, avec éventuellement un travail d'accompagnement du dirigeant et de l'entreprise pour essayer d'améliorer sa démarche ESG. Évidemment, il y a aussi un plan de communication. On sait que ça peut être utile parfois en interne pour les collaborateurs de dire que la démarche a été faite de façon globale au niveau de l'entreprise, mais également pour dans le cadre de recrutement externe par exemple, ou encore quand on travaille avec des collectivités ou des parties prenantes, de pouvoir afficher qu'on ait une notation et qu'on est lancé dans une démarche ESG qui soit positive. Donc l'objectif de cette démarche, c'est clairement de faire progresser les entreprises. D'ailleurs, celles qui ne s'y sont pas forcément mises, ça peut être très intéressant de travailler ce produit-là parce qu'ils sont accompagnés par des professionnels pour mettre en place une politique ESG au sein de l'entreprise, premièrement, ou alors des personnes qui ont déjà une bonne notation et qui voient plutôt l'approche gain d'intérêt qui peut être mis en place dès la première notation. L'idée, c'est que vous avez 3 ou 4 rapports qui sont proposés dans la durée de vie du financement, c'est que ça soit une démarche d'amélioration et donc que la deuxième notation soit meilleure que la première, etc., permettant au final, c'est l'amélioration de la notation qui va venir impacter le niveau de taux d'intérêt du financement. Donc voilà un peu la démarche. Donc on l'a mis en place il y a maintenant 1 an et demi. L'année passée, on a eu 10 entreprises de l'immobilier promotion qui ont mis en place ce type de financement avec nous, sur des montants qui vont de 3 millions d'euros à 10 millions, et pour, on va dire, une enveloppe globale de l'ordre de 50-53 millions d'euros. Donc on est sur un ticket moyen de l'ordre de 5 millions. Et on a à peu près une quinzaine d'autres financements avec des promoteurs qui sont en cours d'étude. Donc voilà un peu la démarche que je voulais vous partager, qui permet évidemment, on est un peu en parallèle du sujet de la taxonomie qui a été évoqué tout à l'heure, mais l'idée c'est clairement de vous présenter une démarche un peu particulière d'amélioration et de prise en compte de ces critères extra-financiers. Parfait, merci beaucoup. J'ai 2 questions, mais je les mettrai peut-être de côté. Je reviendrai tout à l'heure, puisque Flore Jakinovic de chez ICAD devra bientôt nous quitter, donc on va passer directement sur des sujets plus opérationnels. Flore Jakimovic, qui est directrice RSE et innovation d'ICAD et qui va maintenant montrer aussi concrètement comment les choses sont perçues et comment les choses sont appliquées chez un promoteur. Bonjour, merci de me recevoir. En vous écoutant, ce que je me suis dit, c'est que peut-être finalement, j'allais vous livrer un témoignage de ce que c'est que l'intégration de la taxonomie au quotidien pour un promoteur. Juste pour rappeler, ICAD, c'est un promoteur, mais pas que. On est aussi foncière tertiaire et foncière de santé. Et donc, quand les promoteurs aujourd'hui peuvent être concernés par 1 ou 2 activités dans les 7 qui sont notées pour le bâtiment, pour la taxonomie, la construction des bâtiments neufs et la rénovation des bâtiments existants, nous, on a aussi l'acquisition et la propriété de bâtiments. Donc, on est vraiment impacté sur l'ensemble de nos activités par ces nouvelles règles, et c'est bien normal. On est aussi impacté par tout un tas de nouvelles réglementations qui sont sorties récemment. Donc la taxonomie, on en a parlé, l'ARE 2020, le décret éco-énergie tertiaire,
la loi énergie-climat, le pacte climat européen. Tout ça, finalement, est un peu compliqué à absorber, finalement, pour une entreprise, mais en même temps, concourt et crée des synergies et va dans le même sens. Et donc, il y a quelque part un intérêt à traiter de front l'ensemble de ces nouvelles contraintes, même si, effectivement, ça a un certain nombre de conséquences que je vais essayer de vous exposer. Ce que je voulais dire, c'est que ICAD est une société cotée, donc nous, on a déjà un reporting extra-financier existant au titre de nos activités et de notre statut de société cotée, et que ce reporting va aussi évoluer, puisqu'en fait, on va progressivement rapprocher les indicateurs extra-financiers des indicateurs financiers dans les nouveaux modes de reporting, et finalement, la taxonomie vient directement impacter la notion comptable, hein, puisqu'il va falloir qualifier le chiffre d'affaires, les OPEX et les CAPEX de chacune de nos activités. Et donc, finalement, en fléchant d'un point de vue comptable la qualité environnementale de toutes les actions qu'on peut mener et de toutes nos activités professionnelles, on voit bien qu'il y a une volonté de rapprocher ces indicateurs extra-financiers et ces indicateurs financiers. Donc voilà pour cette petite introduction, peut-être le travail qu'on a effectué jusqu'à présent. Alors on avait suivi l'évolution de la création de la loi et de la taxonomie depuis un certain temps. On s'est senti un peu seul pendant longtemps, je dois dire. Je trouve que finalement l'intérêt des fédérations, des associations professionnelles a mis du temps à naître là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, on voit arriver les choses et on se dit que le calendrier n'est pas si long devant nous pour pouvoir commencer à fournir un certain nombre de choses. Le travail qu'on a fait cette année, très clair, on a travaillé sur l'éligibilité de nos activités, de nos activités au regard de cette classification que propose la taxonomie. Donc nous, sur 3 activités, comme je vous le disais. Et on a regardé pour chacune de nos activités ce qui pouvait finalement rentrer ou pas dans les activités éligibles. Pour une société comme la nôtre, et particulièrement pour la promotion, c'est assez clair, l'éligibilité est assez claire et on aura probablement une très grande partie de nos activités qui seront éligibles. Le travail à venir, qui est le travail qui va être plus compliqué, plus fin, où il va falloir descendre, c'est de savoir si ces activités, certes, sont éligibles, mais est-ce que par ailleurs, nous avons des activités qui seront alignées. Et vous l'avez compris que finalement, l'éligibilité représente un périmètre assez large. À partir du moment où on fait de la construction de bâtiments neufs, c'est éligible pour une grande partie. Et l'activité alignée, c'est celle qui va correspondre à cette liste de critères, et c'est là que tout va se jouer. Donc nous sommes tenus de publier de manière réglementaire un reporting sur l'éligibilité au sein de notre rapport de gestion 2021. Donc c'est ce qu'on va faire là, qui va arriver dans les prochaines semaines. Et puis tout le travail de l'année prochaine sera de travailler à la publication réglementaire du reporting sur l'éligibilité, puis aussi sur l'alignement. Et donc en 2023, il faudra qu'on ait fait le point sur ce qui est aligné en termes de CAPEX, d'OPEX et de chiffre d'affaires. C'est un gros travail, ça prend du temps, on se fait accompagner parce que c'est pas quelque chose qui est simple, d'une part à comprendre et d'autre part à redescendre en cascade dans nos activités, mais c'est un travail qui est faisable. Et je pense que les enjeux, finalement, sont à la hauteur de la quantité de travail et des efforts que nous faisons. Tel que moi je le vois, la taxonomie, et vous l'avez compris, elle n'est pas isolée dans finalement ce gros package de lois et de nouvelles réglementations à suivre. Tout ça, finalement, va un peu dans le même sens. Moi, j'y vois un vrai intérêt. D'abord, très clairement, la contrainte positive va nous obliger à tous jouer avec les mêmes règles du jeu. Et je pense que ça va faire le tri
entre la manière de pouvoir proposer des constructions qui soient de plus en plus vertueuses et environnementalement conformes à ce qui est attendu. Donc moi, j'y vois plutôt une contrainte positive, un peu comme l'est la RE 2020. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais à partir du moment où on doit s'y conformer, finalement, ça donne les mêmes règles du jeu à l'ensemble des acteurs, et je trouve que c'est plutôt quelque chose de vertueux. Ça va forcément aussi nous obliger à travailler de manière différente, et c'est peut-être là que je verrai des pistes d'amélioration. On peut estimer que finalement on fait ce travail de construction et puis ensuite en aval on regarde ce qui est dans les activités alignées et pas alignées, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait pas bien. C'est probablement comme ça que tout le monde va commencer, mais en fait je pense qu'il faut qu'on se mette à regarder plus loin, qu'on lève les yeux un peu sur l'horizon en se disant qu'il va falloir qu'on intègre finalement ces nouvelles réglementations, la taxonomie, comme on le fait pour la RE 2020, complètement en amont de la conception. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'un travail en commun, d'intelligence collective pour être capable de traduire finalement des choses qu'on fait déjà en taxonomie compliance. Je m'explique, on sait qu'on va devoir construire avec les nouvelles réglementations comme la RE 2020 ou au moment où on va demander des labels, qu'il y a un certain nombre de cahiers des charges à remplir. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des traducteurs qui nous disent à partir du moment où vous construisez et que vous allez chercher le label E3C2, finalement vous savez que vous êtes déjà compliant avec telle ou telle partie d'une activité éligible de la taxonomie. Donc je pense qu'il y a un travail de traduction à faire pour qu'il soit facile pour le promoteur de se reconnaître et de savoir comment construire et comment construire pour cocher le maximum de cases. Puisque comme vous l'avez compris, comme vous le savez très bien, les réglementations se sont multipliées de ce point de vue. Je crois qu'il y a un autre intérêt à la taxonomie, c'est l'accélération du développement du concept d'adaptation au changement climatique. Autant l'atténuation est quelque chose qui est aujourd'hui compris et déjà mis en œuvre dans les constructions et dans les actions des promoteurs. Il s'agit d'éviter et de réduire au maximum les émissions carbone, notamment. L'adaptation, c'est quelque chose qui est encore un petit peu flou, je pense, ou en tout cas qui n'est pas forcément bien maîtrisé. Et ce pilier adaptation au changement climatique qui est présent dans la taxonomie va pouvoir accélérer l'appropriation de ce concept et accélérer du coup la mise en œuvre de solutions basées sur la nature qui permettent aux bâtiments de s'adapter aux grands changements climatiques, aux inondations, aux sécheresses, aux vagues de submersion, et donc d'en faire des bâtiments qui vont, des nouvelles constructions qui vont résister à ces grands changements climatiques. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qui va du coup être amené à s'étendre. La dernière chose que je voulais peut-être dire, alors effectivement nous sommes une société cotée, c'est une évidence pour nous que la taxonomie va être un critère pour attirer l'intérêt du marché, attirer des nouveaux investisseurs, parce qu'effectivement, si notre reporting extra-financier, quand il intégrera la taxonomie, est finalement une clé de lecture, ce sera aussi probablement un bon moyen de faire savoir et de montrer qu'au quotidien, opérationnellement, nous sommes dans les règles de cette taxonomie et que donc investir chez ICAD, ça veut dire aussi pouvoir remplir des enjeux et des objectifs verts pour les investisseurs, pour les banques, en investissant avec des investissements ISR. Voilà. Ce que je pouvais vous dire de manière très, très concrète sur ce que ça veut dire de mettre en place cette fameuse taxonomie chez un promoteur. Merci beaucoup, c'était très clair. Une réaction sur le plateau ou pas? Ou on peut passer à la suite?
Moi, Oui. je pourrais faire peut-être Loïs. une réaction. Alors, déjà, je voulais vous dire, effectivement, c'est très clair. Je suis 200% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et je voulais justement faire une observation par rapport à ce que vous soulignez, c'est que vous vous étiez senti très seul longtemps. Et effectivement, c'est votre collègue Daphné Millet qui m'a contacté lors du premier confinement et qui m'a dit, ça serait bien qu'on comprenne comment se traduit ce qu'ils sont en train de fabriquer au niveau européen en France. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, OID, nous avons commencé un petit peu à s'y intéresser et à traduire ça de façon très concrète. Il y a un guide qui existe, qui a été publié hier, dans lequel toutes les fédérations professionnelles ont participé, très concret sur la traduction des critères. Et moi, je voulais juste, mon observation, en fait, c'est pas forcément ça, c'était plutôt de dire que, en fait, ce que vous venez de dire là, cela souligne une chose, c'est que plus les années vont passer, plus les réglementations européennes vont arriver très vite. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec la taxonomie, raison pour laquelle la plupart des sociétés ne pensaient pas que ça s'appliquerait aussi rapidement. Voilà. Et donc, en fait, le regard doit se tourner vers Bruxelles de façon de plus en plus assidue. Voilà l'observation. Ok, merci beaucoup, ouais. Très important. Je lis une question. On a déjà évoqué le sujet, mais peut-être qu'il n'est pas suffisamment clair et qu'il est peut-être nécessaire de revenir sur ce sujet-là. La question, c'est la suivante. C'est concrètement des critères précis avec des seuils de consommation ou d'énergie carbone ou autre existeront pour juger du respect des règles. Et si oui, sous quel délai? Alors, les critères précis, ils existent. Ils sont de 3 ordres. Les critères de contribution substantielle. Il y a des critères relatifs aux normes sociales qu'en général on respecte en France parce que la réglementation est assez forte sur ces sujets-là. Et après, il y a des critères qu'on appelle DNSH qui consistent à faire que notre activité n'ait pas des préjudices sur d'autres activités. Par exemple, pour un bailleur, pour un propriétaire, il ne pourra pas prétendre avoir des immeubles verts s'il héberge des activités de production d'énergie fossile. Je dis bien production, c'est la seule exclusion, mais c'est un bon exemple. Donc il y a des critères très précis qui existent. Soit vous allez dans les textes européens, soit je vous invite vraiment, et c'est pas pour faire de la pub parce qu'on est d'intérêt général, donc nous ce qu'on fait c'est pour que les gens justement puissent se l'approprier. Vous allez voir ce guide et tous ces critères-là sont traduits très concrètement pour la France et pour l'activité de construction. Et à l'autre question qui était donc les bâtiments DPEA se vendront-ils mieux que les autres? Je pense que c'est justement l'objectif qui est recherché par la même, c'est que petit à petit le marché tende vers ceci. Et là, si on fait un pas de côté et qu'on s'intéresse à la loi climat et résilience, c'est la voiture balai. D'un côté, on pénalise les DPE très, très mauvais, et de l'autre côté, on valorise les DPEA pour tendre vers une amélioration continue du parc de bâtiments. Voilà. Ok. Encore une fois, merci à Flore. Et donc, je passe la parole à Maï Haddad-Nem, directrice déléguée donc technique et innovation, c'est chez Sogeprom. Donc, vous allez nous présenter l'outil Écotation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi de me donner la parole. Je vais vous présenter un outil, mais je vais dire pourquoi on a créé cet outil. Alors, je pourrais vous dire on l'a créé pour savoir comment respecter la taxonomie, mais ce serait faux, parce qu'on a commencé à y travailler il y a 3 ans, parce qu'il fallait se préparer à la neutralité en 2050, il fallait se préparer à la RE 2020. C'est compliqué de passer derrière tout le monde, parce que plus ou moins tout a été dit, mais ça vient confirmer. Et il faut surtout préparer le changement de mentalité de l'ensemble des collaborateurs. Parce que dans un métier de promotion, les opérationnels, il y a les gens qui font du développement, du programme, du technique, du suivi de chantier, et toutes les parties prenantes autour. Et il fallait bâtir une stratégie RSE pour Sogeprom. Donc, j'étais ravie d'écouter Aurélien tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est tout le travail auquel on s'est attelé ces 3 dernières années. Nous avons défini nos engagements RSE l'année dernière. Donc, on avait commencé à travailler un outil qui nous prépare à tout ça
et on le fait évoluer au fil de temps en fonction de tout ce qui sort et probablement vers la taxonomie. Donc cet outil, d'abord, il fallait valoriser le travail qui est fait et puis il fallait acculturer les gens, comme je vous disais, pour changer les mentalités. Il nous servait au départ, c'était supposé être un outil de mesure environnementale, mais vraiment de tous nos projets, parce qu'avant de dire je veux m'améliorer, il faut mesurer. On l'a fait, on a mesuré notre empreinte carbone pour notre métier de constructeur, mais aussi en tant qu'employeur, donc avec tous les volets, y compris RH évidemment, usage, technique, pour dire je vais améliorer mon empreinte carbone. Donc là, il s'agit de mesurer 100% de nos projets du point de vue environnemental, et au fur et à mesure, on a rajouté nos stratégies RSE et nos indicateurs à travers cet outil. Et demain, on rajoutera probablement tout ce qui concerne la taxonomie. On a commencé déjà à s'y préparer. Donc, si on peut passer au suivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers cet outil? Il faut dire qu'il a été pensé et créé de toutes pièces par nous, mon équipe et moi-même, avec notre expertise, et qu'aujourd'hui, il est mature, les gens ont été formés, et il a un déploiement obligatoire. Donc, il n'y a pas un projet qui peut passer en comité d'engagement chez Sogeprov, mais ça, on en a plusieurs toutes les semaines, qui ne passe pas par cette grille d'évaluation avec une synthèse qui est vérifiée, validée par mon équipe et moi-même. Et on est en train aussi de le soumettre à une sorte de comité scientifique d'experts externes, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on le présente qu'il a un intérêt aussi, pour pouvoir le valider par des externes, parce que il suffit pas, ma parole ne suffit malheureusement pas à dire qu'il est vertueux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on évalue les qualités de nos programmes à travers 7 thématiques qui sont listées, on va y revenir tout à l'heure, et tous les critères ont été définis. Alors, c'est un ensemble de questions, c'est à peu près 75 questions auxquelles il faut répondre, la réponse enclenchant une autre question parfois. Est-ce qu'il y a de la biodiversité? Oui, non. Si oui, est-ce que tu as été consulter un écologue? Si oui, est-ce que tu veux les coordonnées d'un bon écologue? Enfin, ça va. Et ça renvoie vers une fiche qui explique ce que c'est biodiversité, ce que c'est qu'un label EFI Nature ou un label Biodiversity, etc. C'est-à-dire que c'est ça l'acculturation. Donc, évidemment, ces critères, ils sont pondérés en fonction de référentiels connus et en fonction de notre expertise, et c'est aussi ça qu'on est en train de calibrer au fur et à mesure du retour d'expérience. Et ça donne des notes par thème, ça donne des notes globales et ça donne des étoiles, ce qui nous permet aussi de challenger les collaborateurs pour que chacun essaie de s'améliorer comme le projet du voisin, et que nous-mêmes on puisse avoir une évaluation globale. Donc, parmi ces critères, il y en a qui correspondent totalement à notre stratégie et qui nous permettent de mesurer nos indicateurs. Donc, si on avance, je vais pouvoir faire un petit zoom. Bon, l'accompagnement de l'outil, c'est un mode d'emploi avec un site et puis des tutos qu'on a fait pour que les gens apprennent à les utiliser, et ce qu'on a appelé des wikifiches. Donc, on a à peu près aujourd'hui 90 fiches et on enrichit pour que les gens sachent c'est quoi tel label, c'est quoi tel procédé de construction, etc. Donc ça, c'est pour le côté pédagogique. Mais sur les thématiques elles-mêmes, donc les premières thématiques sont la relation avec le site et la gestion de l'eau et de la biodiversité. Et donc nos engagements qui sont venus après la déclinaison de l'outil, je le précise, et qui viennent mesurer. Nos engagements aujourd'hui RSE qui sont publiés, c'est qu'on fasse de la récupération d'eau de pluie sur 100% de nos projets. Ça veut dire qu'il y a forcément un espace vert qui est arrosé à l'eau de pluie à minima, voire une récupération pour les WC, etc. Et dès qu'on a un espace vert un tout petit peu conséquent, à partir de 500 mètres carrés, ça c'est ce qui est obligatoire, on peut en faire pour moins, c'est d'avoir une certification. Alors évidemment, parce qu'une certification, on s'assure qu'on a vraiment traité le sujet. Donc c'est EFI Nature, Biodiversity ou autre.
Et on a un engagement sur les usages, donc on a choisi, et ça concerne évidemment le tertiaire, d'avoir 100% de nos projets certifiés WELL ou Osmose ou équivalent, parce que avec une forte composante santé. Notre siège a été certifié doublement WELL, et c'est quelque chose qui, on ne va pas aussi être hypocrite, qui intéresse beaucoup les investisseurs. Ensuite, sur les autres, si on avance sur les... Ah, vous êtes passé trop vite, il y en avait encore sur la première. Je reviens. Ce n'est pas très grave, voilà. Il y avait encore quelques thématiques, sinon on passe à la slide suivante. Donc sur nos autres engagements, qui là concernent beaucoup plus, je dirais, terre à terre, la RE et l'impact carbone, pouvez avancer pour qu'on puisse regarder les engagements. Donc nos engagements, c'est d'aller plus loin que la RE 2020, c'est-à-dire qu'en 2030, on soit décarboné à moins 40% sur la partie logement. Sur la partie bureau, on a fixé 20% qu'on va calibrer en fonction des textes, puisqu'ils n'étaient pas encore tout à fait sortis. Et on a la trajectoire et on a commencé à mesurer comment on y va. Et on sait qu'on va savoir y aller pour 2030. Pour 2050, pour la neutralité, il faudra rajouter des couches probablement de compensation. On commence à y travailler. Mais en tout cas, notre trajectoire de 2030, aujourd'hui, on sait, pour avoir mesuré notre empreinte sur 2 ans, qu'on est sur la bonne trajectoire. Voilà. Et ensuite, on a, et c'est là qu'on va faire le lien un peu avec les critères environnementaux de la taxo, on a voulu en fait aller plus loin que tout ce qui est réglementaire sur les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui étaient l'eau, la biodiversité et puis le réemploi. Donc, d'où un partenariat avec le booster du réemploi. Donc, on a pris 2 critères là sur les matériaux. Un, c'est dans tous nos projets, à minima dans les parties communes, on va faire du réemploi ou employer des matériaux biosourcés. Et pour ça, on accompagne avec des cahiers de charges, etc., tous les collaborateurs. Et on va avoir à minima 5 opérations avec des labels biosourcés et 5 opérations avec du réemploi de matériaux à plus grande échelle. Ça veut dire avec un accompagnement de ce booster du réemploi sur ces projets-là. Voilà un petit peu pour tout ce qui est nos objectifs pour savoir aller à la neutralité carbone et travailler sur les thèmes de la biodiversité, l'eau, etc. Donc si on avançait pour finir, donc ça c'est un peu comment on présente ça pour chacun des projets en comité. Donc on voit qu'il y a des petits points verts et des petits points rouges. Donc sur certains sujets, le point vert est obligatoire, comme un hall biosourcé au réemploi ou comme espace vert arrosé. Et puis sur d'autres, c'est pas forcément obligatoire en fonction des critères qu'on a définis. Et en tout cas, on voit apparaître des notes par thématique et on voit apparaître une synthèse du projet. Comment on pourra raccrocher ça donc à la taxonomie? Donc dernière page. Donc on sait on en a parlé plusieurs fois sur ces 6 objectifs environnementaux, dont 2 sont en cours. Alors nous, voilà comment on les a compris. Vous me corrigerez si c'est pas tout à fait ça. Donc il y a les 2 validés, ceux qui sont en cours, et il y a aujourd'hui, nous, ce qu'on sait mesurer à travers notre outil. Donc si on appuie, ça va apparaître petit à petit. Si vous pouvez cliquer, ça va apparaître en vert petit à petit. Sur qu'est-ce qu'on sait mesurer à travers cet outil-là, qu'on va faire évoluer effectivement pour pouvoir mesurer, pour pouvoir faire des reportings, etc. Donc voilà un petit peu pourquoi on m'avait demandé de présenter cet outil et comment on le raccroche à la taxo. Parfait. Oui, Aurélien. J'ai une petite question. Alors, bravo, parce que le travail est vraiment remarquable qui est fait. Merci. C'est extrêmement intéressant. C'est un outil qui est utilisé en interne exclusivement pour vos comités engagement, ou alors que vous utilisez également en communication avec vos parties prenantes en externe dans le cadre de vos opérations?
Aujourd'hui, cet outil, on a fini de former en interne au mois de juillet. On l'a déployé de manière obligatoire à la rentrée en septembre et on a commencé en décembre à travailler avec des gens extérieurs. On voudrait, avant d'impliquer nos parties prenantes, pouvoir lui donner une légitimité à travers des experts. Donc une sorte de comité scientifique. On avait regardé à le faire certifier par certains organismes, et puis on en est revenu, on a préféré ça. Le retour qu'on a aujourd'hui, il y a un terme qui revient beaucoup, c'est consistant, c'est un outil consistant, et ce qui plaît, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que cet outil, obligation de l'utiliser à 3 phases du projet. Donc la première phase, c'est le développeur, la deuxième, c'est l'opérationnel, et la troisième, ça va être le technique, puisque c'est les marchés de travaux pour vérifier qu'on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc le fait d'impliquer tous les types d'opérationnels et le fait que ça soit consistant, c'est ce qui a bien plu, et on est en train là on est dans les devis pour valider les missions et aller vers cette validation. On voudrait lui donner cette légitimité avant de pouvoir le déployer et le communiquer en externe. Et on est en train aussi de lui donner un brevet, un copyright aussi avant avant de communiquer là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas une présentation entièrement complète. Merci. Est-ce que c'est un document que vous utilisez? Alors évidemment, vous êtes proche d'une grande banque, mais est-ce que c'est un document qui aussi est une aide à la décision dans le cadre de vos demandes de financement à votre banque préférée? Alors, pas encore. Pas encore. Par contre, nous l'avons présenté. Alors, moi, je suis partie du COPIL RSE de Sogeprom et aussi celui de Société Générale. Nous l'avons présenté au COPIL RSE de BDDF, qui est la Banque de détail France, avec Eric et Béatrice que vous connaissez, qui les a beaucoup intéressés, qui s'interrogent aussi à l'utiliser pour d'autres entités. Et j'ai des demandes d'autres entités de la banque pour le présenter. J'en fais une demain. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est le démarrage. On a fait un premier retour d'expérience sur une 50aine de projets pour recalibrer aussi nos critères et nos notes. Donc on est vraiment en même temps, il a maturé depuis 2 ans et en même temps on est au démarrage. Donc mais c'est une appli super simple d'utilisation, c'est-à-dire c'est 20 minutes à 30 minutes pour renseigner un projet en partant de zéro. Mais on compte bien l'utiliser pour valoriser auprès d'une collectivité, des mairies, etc. On aimerait bien. On avait essayé d'aller vers un label Bicorp, puisque vous parlez tout à l'heure de tous les sujets, gouvernance, etc. C'est très compliqué à appliquer en France, même s'il y en a qui sont allés jusqu'au bout. Nous, on n'a pas souhaité aller jusqu'au bout, on avait fait toute une notation, et on s'est orienté à ce moment-là vers le fait de rendre cet outil un sujet crédible sur lequel on peut communiquer. Merci. J'avais une question pour Aurélien lors de sa présentation du rapport RSE. Comment s'articule ce rapport RSE avec, alors pour certaines sociétés, l'obligation de produire un DPEF, une déclaration de performance extra-financière, puisque les deux démarches sont assez, comment dire, similaires, me semble-t-il. Oui, ça s'articule. C'est sûr que ça aide forcément, mais aujourd'hui, la démarche qu'on a mis en place, ça fait quasiment 3 ans, donc Oui. on était en amont. D'accord. C'est un rapport qui est complémentaire, qui vient à côté, qui est vraiment spécifique à l'analyse de la démarche globale de l'entreprise. Donc qui fait plusieurs pages, qui peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit utilisé en interne, mais qui peut aussi être utilisé comme relais de communication. Donc c'est un rapport qui est évidemment présenté avec Etifinance, qui est notre partenaire dans cette démarche. D'accord. Et juste une petite question complémentaire. Je crois que vous l'avez dit, mais je voulais en être rassuré. Qui est-ce qui paie l'évaluation initiale? Au final, vous payez 3 rapports RSE, 3 fois 8 heures, C'est ça. plus la bonification du prêt. Voilà, Vous portez tous les coûts. Exactement, c'est packagé, c'est-à-dire que l'audit est packagé dans le cadre du financement. D'accord. C'était une volonté forte de la banque de proposer ça à nos clients pour, dans une démarche vertueuse et d'accompagnement. Ouais. Et justement, vous nous avez dit que le ticket moyen était de l'ordre de 5 millions d'euros. Oui.
quelles sont enfin, la typologie des promoteurs qui sont venus vous voir et qui bénéficient? Enfin, quand je dis typologie, c'est simplement une question de taille. Est-ce que ce sont des grandes entreprises ou est-ce que les PME, voire TPE, sont en capacité aussi de répondre à vos exigences? Alors, c'est une excellente question, parce qu'on a eu les deux. Mais on va dire que majoritairement, ça intéresse quand même plus les entreprises plutôt de taille intermédiaire, donc des promoteurs, on va dire plutôt régionaux, qui sont pas forcément aguerris sur la thématique de l'extra-financier et qui souhaitent clairement, on le voit, c'est un enjeu majeur, travailler la matière. On l'a fait avec quelques gros promoteurs nationaux, mais voilà, ils arrivent avec une dotation qui est tout de suite à un niveau assez élevé. Alors certes, qui viennent, je pense aussi parce que c'est un label complémentaire et parce qu'il y a une bonification immédiate du fait de la bonne notation de départ. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'elle soit accessible à tout le monde et c'est majoritairement plutôt des entreprises intermédiaires qui partent, qui commencent, enfin, ou qui viennent de débuter ce sujet de l'extra-financier qui sont intéressés par la démarche. D'accord. Ok. Alors, nous avons effectivement une démarche de même nature, même si on a pris le train un peu après, avec notre prêt à impact, et on y a rajouté, mais je sais que vous le faites aussi sans doute, un petit élément différenciant ou complémentaire, c'est que la bonification que nous accordons à l'opérateur, elle est partagée. C'est-à-dire que cette bonification, la moitié de cette bonification est allouée à une cause qui est prédéterminée, qui est en support de l'un des objectifs que l'on s'est fixé. Ça peut être une association qui va replanter des forêts, ça peut être une association d'insertion par l'emploi, etc. Donc finalement, la moitié de l'économie réalisée par cette bonification profite à l'opérateur, et c'est bien légitime puisqu'il s'est donné la peine de faire et de prouver qu'il a une démarche vertueuse. Et l'autre moitié va d'un commun accord subventionner une association ou une cause. Donc voilà, c'est un peu une caractéristique, alors ça c'est notre côté mutualisme, et tout comme le groupe Arkea, qui consiste à dire ces efforts vertueux, eh ben, partageons-les. L'opérateur, il a fait le travail, et une partie de ce bénéfice, pour pas que ce soit simplement une augmentation de la marge, va vers une association qui n'aurait pas les moyens de développer son activité si elle n'avait pas ce type de bonification. D'accord. Moi, je voudrais juste ajouter un point. On en discutait en préparation de cette table ronde pour dire quand même les choses très concrètement. Pour une activité de promotion immobilière, le critère principal, c'est ce fameux NZEB. Et donc, a priori, vous avez dit que chez ce GPROM, vous avez fait un certain nombre de simulations. Aujourd'hui, si on construit en RE 2020, est-ce qu'on est vert au sens de la taxinomie? Alors, la réponse, elle est à plusieurs volets, parce que si on considère par rapport à la réglementation thermique, je dirais oui. Après, si on part sur le global, et c'est ça qui n'est pas défini aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué à définir, parce que quand on décortique la nouvelle réglementation, on a le volet, on a trois choses, on a l'énergie, on a le carbone et on a aussi le confort d'été. Donc sur la partie énergie qui est comparable à ce qu'on avait avant, parce que je ne peux pas dire moins temps par rapport il faut comparer des choses comparables, je dirais oui, parce que on est à l'équivalent même de moins 30%. Par contre, si on prend le global, sur la partie énergie plus carbone, aujourd'hui, la RE 2020, elle nous emmène par palier. Et on a, sur la partie décarbonation, elle nous emmène vers moins 30% et quelques en 2030. Oui. Nous, on a dit qu'on allait vers moins 40 en tant que stratégie, on va plus loin. Donc, la réponse n'est pas si simple si on raisonne en global ou si on raisonne juste par rapport à l'énergie. Moi, si je vous reposais la question, c'était pour mettre des points très concrets. Et moi, mon interprétation, quand même, c'est que cette taxonomie, elle doit s'appliquer à 27 pays. Et on n'a pas 27 pays qui ont une réglementation aussi sophistiquée que la nôtre. Non, certainement pas. Donc je pense que implicitement, ça apporte la réponse à votre question.
l'interprétation, ça va être de comparer uniquement l'indicateur énergie. Et donc le message que je sais que Franco Vorka voulait aussi qu'on fasse passer aujourd'hui, c'est de dire que si on respecte la RE 2020, a priori, il y a d'autres petits critères à respecter aussi, mais on est dans les clous par rapport à cette taxonomie européenne. Sur la partie énergie, ça ne sera pas compliqué. Sur l'objectif atténuation changement climatique. Et donc, cette clarification très concrète, pratico-pratique, elle répond en partie à une observation, parce qu'effectivement, comme ça peut paraître très effrayant, surtout quand on est un petit opérateur. Mais rappelons-le, les petits opérateurs, si tant est qu'ils aient un jour une obligation de reporting, elle sera en 2024 ou en 2027, premièrement. Donc, à l'instant T, ce qui va les impacter directement, c'est le fait que certains opérateurs financiers puissent exiger d'eux qu'ils respectent les critères. Or, nous venons de le dire, le critère le plus compliqué à atteindre, c'est celui d'énergie, et celui-ci, normalement, est coché avec la RE 2020. Voilà. Avec la nuance par rapport au tertiaire, à tout ce qui n'est pas encore sorti sur la RE 2020. On parle du logement, Là, on parle plutôt du logement. Ouais. Et après, est-ce que les investisseurs voudront, en matière de tertiaire, on sait tous qu'ils veulent toujours la crème de la crème. Parfait. Merci Loïs, vous avez fait la conclusion Désolé. qui va bien, non, c'est parfait, il n'y a pas de sujet. C'est vrai que bon, je retiens quand même des questions, ce que vous disiez, l'accélération du temps, c'est-à-dire que les choses vont de plus en plus vite, effectivement, donc là c'est quelque chose sur lequel on doit être particulièrement vigilant. Il y a aussi la question de l'agilité, comme vous l'avez notamment évoqué sur ces questions de reporting. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vraiment la qualité des informations et du débat. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, passionnant. C'est une première présentation, si je puis dire. Donc là, on était on est resté sur des sujets un peu globaux, même si on a bien expliqué les éléments de contexte et la façon, le chemin vers lequel on va. Je pense qu'on y reviendra en tout état de cause cette année pour traiter des sujets peut-être encore plus précis. Effectivement, vous faites bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a aussi les petites et moyennes entreprises, voire les TPE. Donc, votre conclusion permet de les rassurer, mais on y reviendra aussi pour elles, plus spécifiquement, soit à travers un webinaire, soit à travers un supplément économique ou autre, pour expliquer les choses et avoir aussi leur retour. Donc encore une fois, merci infiniment. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois de mars pour un prochain webinaire qui portera cette fois-ci sur les déchets. Je ne veux plus m'avancer sur la date parce que je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est le 9 ou le 10 mars. Mais donc, commencez déjà à cranter ce rendez-vous dans vos agendas. Merci encore une fois à tous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.